Bien, bonjour et bienvenue dans ce Jean d'Ouest que nous avons appelé Dans la troupe. Ah oui, je pourrais chanter la suite, mais je ne vais pas le faire. Alors, y a-t-il une meilleure façon de marcher dans une troupe? Une troupe, c'est aussi un groupe. Alors, ça peut être le paradis ou l'enfer. Et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette émission Jean d'Ouest. Vous allez comprendre. Voici Monsieur Kerbeck et ses belouses que vous allez entendre dans cette émission. Alors, sous le chapeau, le côté un petit peu Al Capone, vous avez peut-être reconnu Roland Becker, dont le journal Télérama dit que son travail est tout à fait extraordinaire pour la Bretagne et la musique en général. Ça, on en est complètement persuadé. C'est un nouveau spectacle qui marie jazz et musique bretonne dans les années 30. Roland nous expliquera tout cela. Une troupe aussi, celle de la compagnie Deschamps et Deschamps, qui se trouve ici au TNB, Théâtre National de Bretagne, où nous sommes en direct ce midi. Et, la troupe est en création. La pièce va s'appeler Les Pensionnaires. Donc on retrouve un petit peu cette idée de groupe. Et on va en parler avec Jérôme Deschamps et Macha Makayev. Et puis, troupe ou groupe, en tout cas celui qu'a animé Ricardo Montserrat, ainsi que d'autres, là-bas à Châteauneuf-du-Fou. Nous y étions il y a 1 an et demi à peu près, c'était un atelier d'écriture. Il y avait l'espoir qu'un livre puisse sortir, eh bien le voici, je vous en montre rapidement la couverture, mais vous verrez ça beaucoup mieux tout à l'heure. Voilà, ça s'appelle Pomme d'amour ou l'auberge de Pont-Aven, ça vient de sortir aux éditions Ramsay. Et vous allez voir aussi que Ricardo Montserrat, qui est d'habitude le chapeau noir, comme vous avez pu le voir sur notre générique, a aujourd'hui, comme les gendarmes, il met son uniforme d'été. Il a un petit côté comme ça, broussard, mais enfin, on en parlera tout à l'heure. Et puis, isolé aussi au sein du groupe, c'est Alain Gonzalez, qui lui vit une aventure formidable. Il nous vient de Plouzané, dans le Nord Finistère. Et lui aussi, qui est RMiste, est aujourd'hui, comme il le dit lui-même, un homme debout, grâce à ce livre qui s'appelle Le clandestin du 6e jour, qui est un polar. Alors, est-ce que l'écriture mène un petit peu à tout? Parce que vous avez bien compris qu'il y a quand même une idée d'écriture à travers théâtre et les romans. Alors souvent, les romanciers mettent une phrase en exergue de leur roman. Ils aiment bien ça, c'est un petit clin d'œil. C'est aussi on peut avoir comme ça son auteur de chevet. Alors moi, j'en ai choisi une, et c'est l'auteur lui-même qui la prononce, quelques mois avant sa mort. C'est d'ailleurs son dernier entretien télévisé. C'est un document signé Louis-Marie Davy à France 3, c'était Bretagne, à l'époque. Et cet écrivain aurait aujourd'hui 100 ans. Quel serait le sens de la littérature, enfin d'écrire, de lutter contre un certain mal, un certain aspect du problème du mal, n'est-ce pas, qu'on ne résoudra pas, qu'on ne vaincra pas, mais contre lequel il faut toujours lutter. C'est mon sens. À mon sens, c'est le devoir. Un bien grand mot, enfin. Voilà, alors je montre aussi ce livre qui vient de sortir, comme nous avions fait avec Didier Deninck, l'émission consacrée à Louis Guillou, là-bas pour son centenaire à Saint-Brieuc. Eh bien, Yannick Pelletier nous avait bien introduit dans l'œuvre de Louis Guillou, et Yannick Pelletier publie ce livre, Des ténèbres à l'espoir. C'est un essai sur l'œuvre littéraire de Louis Guillou, et c'est publié aux éditions Enéré. Alors, Ricardo Montserrat, Macha Makayev et Jérôme Deschamps, bienvenue dans cette émission. Je dois dire, pour faire un petit peu people, comme on dit, Ricardo Montserrat, que vous voyez avec son chapeau, eh bien, Ricardo, hier, était à Groix, avec les invités qu'on va rejoindre tout à l'heure. Toute l'île était en fait parce que tu t'es marié, tout simplement. Alors, on te souhaite bien des choses, et je crois que ce matin, toute l'île est en train de nous regarder et de t'entendre. Voilà. Alors, cette phrase de Louis Guillou, Jérôme Deschamps et Macha Makayev, je la mets... Bien sûr, c'est jamais innocent quand on place cette phrase-là dans une émission de télévision. Il parle un petit peu du sens de la littérature, lutter contre un certain aspect du mal. Il est un petit peu dubitatif sur le sens du devoir. Mais je trouve que 20 ans après avoir été enregistrée, elle sonne toujours bien. Est-ce que c'est une idée aussi si je pose la question, quel serait le sens de votre écriture théâtrale, est-ce que ce serait aussi une réponse dans ce sens-là? Oui, moi je pense que c'est quelque chose comme retarder le désastre, en fait. Je crois qu'une action artistique, c'est ça en fait. Voilà. C'est faire en sorte que pendant 1h30, 2 heures, le temps d'une lecture, pour nous le temps d'une représentation, nos contemporains aient l'impression qu'on a retardé le désastre. Ouais. Si on arrive à ça, c'est déjà en partie mission accomplie. Ouais.
Ouais, on se doute bien qu'une image ne peut pas changer le monde, ainsi qu'une phrase, mais en tout cas, c'est sans doute mieux que le silence, d'une manière générale. Alors, il y a quelque chose aussi qui vous réunit tous les trois dans le travail de Ricardo Montserrat, dont on a régulièrement parlé sur cette antenne de France 3 Ouest, dans différentes émissions. C'est peut-être aussi de faire surgir dans l'écriture ou sur scène des gens qui ont longtemps été absents, dont on a parlé d'eux, mais on les a pas, c'est pas eux-mêmes qui se sont emparés de la parole. Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça, Ricardo? Oui, dans ma troupe à moi, il y a des éclopés de l'âme, il y a tous les accidentés du libéralisme économique, de la dictature économique, tous ceux qui sont considérés comme des morts en vie, qui n'existent que dans les fiches de la NPE ou dans les statistiques. Et l'écriture et le théâtre bien davantage, parce que je le sais, puisque au Chili, lorsque j'y vivais, le théâtre était de l'ordre de la vie, et l'écriture, c'est vraiment ce qui permet aux morts de dire « Non, je ne suis pas mort, je suis vivant, j'ai été, j'ai existé, j'ai encore une histoire, il y avait une histoire avant moi, il y en aura une après moi. » On parlera tout à l'heure de la nouvelle création, à partir de mardi, les pensionnaires, ici au TNB de Rennes. C'est un peu ça aussi, des personnages d'exclus, en quelque sorte, en jouant sur le mot peut-être, en nuançant le mot exclu qu'il y a dans vos pièces? Oui, enfin c'est vrai que, en fait, ça a toujours été le cas pour pratiquement tous nos spectacles. Au fond, je dirais que la première démarche, c'était effectivement de faire sortir des gens de l'ombre, de mettre sur le théâtre, dans la lumière, des gens qui n'y avaient pas droit, au fond, qui étaient mis en marge de la société pour des raisons multiples. Là, ce thème des pensionnaires, il rejoint ça tout à fait. On a toujours été un peu terrifiés par les systèmes collectifs qui, soi-disant, veulent votre bonheur et puis qui, en même temps, vous font du mal, vous humilient, vous font disparaître, vous ignorent. Et donc c'est ça qu'on a voulu mettre en scène finalement avec une certaine colère, même si ça doit être drôle, ce qu'on espère. Alors, on en reparlera avec vous. Vous allez écouter toute cette émission, et puis dans la dernière partie de l'émission, je vous retrouverai tous les deux, Macha et Jérôme. Pour vous, je vais résumer ça sans nuancer, vous pourrez reprendre plus tard. Le groupe, c'est plutôt l'enfer. Mais il y a des groupes, des collectifs qui sont plutôt le bonheur et le paradis. Tu vas me dire avec moi maintenant, Ricardo, on va retrouver nos amis de Châteauneuf-du-Fou. Mais puisqu'il y a 1 an et demi, l'émission Jean d'Ouest était là-bas, j'ai choisi quelques moments de cette émission où il y avait l'espoir qu'un jour l'atelier d'écriture aboutirait à un livre, et peut-être un livre qui serait dans les mains. Et il y avait Hervé Pommeret qui est là. Hervé avait une très jolie métaphore de ce rêve-là. Je vous propose de la réentendre. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on nous a donné à chacun un ticket de 3e pour montrer dans le train. On est à 16 qui sommes rentrés dans un compartiment. On a commencé à écrire. Et puis, on a fait rentrer les personnages. Puis, au fur et à mesure de l'écriture, il y a des contrôleurs qui nous ont fait changer de compartiment. Et puis, on s'est retrouvés au wagon-restaurant, comme dans le crime de l'Orient Express. Et on a cherché l'assassin du roman. Oui. Mais c'était peut-être nous aussi de savoir pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis on a médité un peu sur la chance qu'on avait de pouvoir participer à cet atelier. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On rêve en ce moment. On rêve à la gare d'arrivée. Et pour moi, la gare d'arrivée, mon rêve, c'est de descendre du train avec tout le monde. Et puis de trouver quelqu'un qui est en train de lire Pomme d'amour et qui a une petite larme à l'œil. Voilà. Voilà, alors ils sont tous là. Il y a Frédéric qui a le micro en main, il y a Hervé qu'on vient d'entendre, qui a légèrement changé, Ulla, Marcus, et puis Alain Gonzalez que je vous présentais tout à l'heure dans le générique, mais qui n'est pas dans cette histoire dont on va parler maintenant. Donc il y a ce livre. Hervé, tu peux peut-être prendre le micro. Il y avait ce rêve, il y a 1 an et demi, que tu racontais très très bien. Cette idée du train, c'est un très très beau voyage. Moi j'aurais envie de savoir là... ce que vous ressentez, parce que je sais lorsqu'un livre arrive qu'on le prend dans les mains, on le regarde, on se le met en loin comme ça. Quelle est votre émotion à vous, maintenant que cet objet-là, chez Ramsay, existe? Bien, je crois, en tout premier lieu, on est content. On pourrait dire on est fier, mais oui, on est fier. On est fier d'avoir fait quelque chose, et puis généralement, quand les gens sont réinsérés, on leur propose des choses qui sont un peu métaphoriques. Là, on a quelque chose dans les mains, puis on peut les montrer, puis dire, ben oui, on a fait ça. Et puis ce qu'on a fait, on l'aime bien. Je l'ai relu là dès qu'il est sorti. J'ai essayé de retrouver mes textes, mais dans mes textes, j'ai vite fait le chemin inverse, parce que en fin de compte, j'étais partout, et mes amis étaient partout aussi. C'est vraiment un livre collectif. Ouais. Marcus, comment est-ce que toi, tu vas prendre ce micro-là, si tu veux bien? Quelle est ta réaction à toi, ton émotion, maintenant que ce livre est là?
Oh bah moi, Il faut que tu mettes bien le micro. Ouais. Ouais. Bah, je suis très content que ce livre soit sorti. C'est l'aboutissement d'une démarche collective de 16 personnes, enfin 17 avec Ricardo, qui nous a bien aidés, il faut dire. Ce qui me paraissait important dans cette démarche, c'était l'écriture, oui, l'écriture, le livre, oui, le livre, mais c'était surtout l'après. Nous, on reste en contact avec tous les gens de l'association, on se retrouve régulièrement, puis on essaie de monter des petits projets, quoi. On a des envies. Ouais. On a des envies, et c'est ça qui est important, en fait. Oui, c'est d'aller au-delà. Là, je suppose, c'est la même chose, mais c'est bien de l'entendre que tu nous le dises aussi. Je pense que personne n'est malheureux maintenant que le livre sort. Je pense que c'est presque un accouchement qui est fait, et puis le bébé est bien né et très beau. Ouais. Évidemment, comme mère, on est contente. Bon, on va retrouver ce moment-là il y a 1 an et demi où le groupe existait, où nous avions planté, donc c'était à Landelot, autant que je me souvienne, dans le Finistère, dans ce petit café chez Philo, voilà, avec ces meubles bretons absolument magnifiques. C'est un autre moment de cette émission, de ce moment-là, dans lequel on va t'entendre, Frédéric, et où il va y être question de ce qui est un peu le fil conducteur de cette émission, le groupe. La notion de groupe, Sandrine, elle est extrêmement importante. Hein. Elle donne de la force, comme si elle nous transposait ailleurs, quelque part. On se sent plus solidaire, plus de confiance en soi, plus de tout. Oui, c'est de regrouper l'intelligence et le savoir de chacun. Qui vont se compléter, en fait. Ouais. Voilà. C'est un révélateur. De quoi? Un révélateur, en fait, d'un ensemble de personnes qui arrivent à révéler à travers une histoire, peut-être tout ce qui peut être beau et peut-être moins beau dans la vie, enfin, ce qui donne la richesse. Tu redirais la même chose, Frédéric, après, une fois, parce que là on était en cours d'écriture, l'expérience était... Aujourd'hui, je dirais plus, en fait. Ouais, qu'est-ce que tu dirais en plus? Ce que je dirais, c'est victoire. Victoire parce que rencontre de 16 personnes, on se retrouve aujourd'hui, 2 ans après. Enfin, j'ai un peu perdu la notion du temps parce qu'aujourd'hui, en fait, le bébé est né. Donc, on se retrouve avec l'objet, mais comme disait l'abbé tout à l'heure, une naissance. Et maintenant, on part sur une autre victoire, comme disait Marcus tout à l'heure. En fait, il y a projet, il y a envie. Et toute la force, en fait, de toute cette histoire aujourd'hui se révèle par le livre qui commence à bien marcher, on en parle à droite, à gauche, puis les personnes qu'on ne connaissait pas, on ne parle pas de celles qu'on connaît, qui l'ont lu, en fait, s'accrochent dessus, et puis jusqu'à la fin, c'est... J'ai pas pu lâcher le bouquin, donc c'est bien. Alors nous, d'autre part, évidemment, si ce bouquin il va sortir tel qu'on l'aimerait, ça veut dire des sous pour l'association. Qui dit des sous, dit les envies dont parlait Marcus. Ça va aboutir, c'est-à-dire qu'en fait, parce que, comme tout le monde le sait, pour faire quelque chose, on a besoin d'un peu de sous, ce qu'on n'avait pas au départ. Donc ça arrive, et de là, on monte. Et là, on a déjà des projets qui sont un petit peu en route. Alors maintenant, on va vendre ce bouquin, parce qu'on sait qu'il est aimé, on sait qu'il est apprécié. Donc voilà, on va arriver à une concrétisation réelle. On passe de réel en réel. On est dans le réel aussi. Hein. Le collectif a signé d'un nom en breton. Oui, alors c'est Corlutune. Oui, tu le traduis? Corlutune, c'est crotte de lutin. Ouais. Alors il paraît que quand on marche dedans, ça porte chance. Ça, c'est grand-mère Jajane qui est venue nous voir pendant la... Ouais. Et elle nous racontait ces histoires de sa grand-mère qui, quand on marchait dans une crotte de lutin, parce qu'il y en a encore dans le centre-Bretagne, eh bien ça portait chance. Il semblerait que elle disait vrai. Alors, il faut aussi me parler un petit peu de littérature, Ricardo. Est-ce qu'on ne risque pas, et c'est peut-être aussi la même chose avec Alain Gonzalez, dont on parlera tout à l'heure, que nous autres médias, je m'inclus dans ce nous, parce que je vois pas pourquoi je serais différent des autres, on ne risque pas de vous inviter sur des plateaux de télévision ou de faire des papiers sur vous ou à des micros de radio, parce que ce sont des gens qui ont dit exclus, qui étaient RMistes ou chômeurs, qui écrivent, et qu'il soit moins question de littérature, tu as ton micro, que de l'aventure personnelle de chacun. Qu'au fond, qu'on oublie qu'il y a un livre. Oui, on pouvait le dire la première fois, lorsque Zone Mortuaire était sorti. Les feux s'étaient allumés autour de ce livre écrit par les chômeurs de l'Orient. Mais là, c'est une deuxième, une troisième, une quatrième victoire. Et je sais qu'autour de moi, il y a François Bon, Dorothée Le Tessier, Deninx, Patrick Rénal et plein d'autres qui
l'autre jour, à La Ciotat, il y a Stéphanie Benson et plein de mes amis, Abdelkader Djemaï, des Algériens, des Espagnols, des Latino-Américains qui se sont engouffrés dans cette brèche qui était ouverte il y a quelques années dans l'écriture, l'intelligence collective. Donc je crois que, oui, c'est une victoire de l'imagination. Je voudrais faire une toute petite parenthèse. Dans le film, on a des victoires, puis on a des défaites. Dans le film, j'ai aperçu Bouchra, qui a participé à ce collectif, qui est une jeune femme peintre merveilleuse, qui nous a aidé à changer notre regard sur le monde. Et sa sœur est morte l'autre jour. Et là, c'est une défaite de l'imagination. La haine est une défaite de l'imagination. C'est Graham Greene qui le disait. Et nous, c'est une victoire de la vie, quoi. Est-ce que les uns et les autres, vous sentez aujourd'hui, je dirais un peu grandi forcément par l'expérience, ça va de soi, mais est-ce qu'au fond, est-ce que vous arrivez à vous dire aujourd'hui, je suis aussi écrivain? Alors, écrivain, oui, on l'est un petit peu obligatoirement. Oui, absolument, oui. Enfin, moi, oui, je sais pas. Hervé. Ben, moi, c'est le soir quand je m'endors. Là, Ricardo parlait de Bouchra. Enfin, c'est pas de Bouchra je pense, mais de toutes les couleurs qui viennent. Et je me suis jamais aussi bien endormi qu'en voyant un tas de couleurs et qui se transforment dans mon rêve. Et je pense que je devrais pouvoir, peut-être un jour, le mettre sur papier. Je crois qu'il y a le travail de l'imagination qui est en l'œuvre. Écrivain aussi, tu te sens à même de le dire, là? J'ai envie, j'ai envie. Je m'arrête là. Et Marcus? Écrivain, malheureusement, difficilement, mais l'envie est là en tout cas, oui, bien sûr. Il faut dire difficilement pour Marcus, parce que c'est lui qui est responsable et coupable de la méchante du livre. Il a eu la tâche ingrate de défendre contre tout le groupe, contre moi-même, qui ne supportait pas cette bonne femme, là, Léna, hypocrite, bigote, cagotte, radine. Et lui, il l'a défendu, mais il me disait, mais c'est aussi une femme. Ne regardez pas à l'extérieur, regardez l'intérieur. Et page après page, il nous a imposé son personnage. Jusqu'au bout du livre, il l'a tenu, il nous a empêché de la tuer, il nous a empêché. Et ça, il dit difficilement, oui, parce qu'il a... En tant qu'écrivain, il s'est attaqué au plus difficile, rendre ce qui est impossible à dire. Alors, un autre moment de cette émission, il y a 1 an et demi, ce pourquoi précisément vous étiez arrivé dans cet atelier d'écriture, et c'était cette idée du chômage. On arrive presque au moment d'oublier le chômage, finalement, parce qu'on est tellement parti, finalement, ailleurs, que le chômage, maintenant, il est au moins dans la tête. J'espère que c'est pour de vrai. Il est derrière. Ouais. Il est oublié, le chômage. Il est... Bon, la suite nous dira, mais je pense que tel que c'est parti, normalement, c'est gagnant. Et il y a aussi... on s'est rendu compte, cette semaine, en discutant, qu'à présent, on avait envie d'un choix de vie. On avait envie de s'affirmer, dire, voilà, un boulot, oui, un boulot intéressant. C'est pas parce qu'on est chômeur qu'on doit tout accepter. Et voilà, quoi. Oui, alors maintenant, ça pose la question, ce dont parlait aussi Marcus tout à l'heure, et maintenant, et maintenant, la suite de ça, parce que là, vous allez être sur un petit nuage pendant un certain temps, on va venir vous poser des tas de questions, mais forcément, c'est toujours un petit peu éphémère. Alors, comment ça se prépare cet après, si je puis dire? Maintenant, on est dans le réel, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on sait que pour monter des projets, on a besoin d'argent, donc l'argent, on sait qu'on va, parce que on a des droits d'auteur. Et donc ces droits d'auteur retournent dans une association. Cette association, je l'espère, va s'enrichir. Et donc, partie de ce principe-là, dès que le projet, parce que tout ça se fait très démocratiquement, on est resté vraiment un groupe très soudé. Et ça, c'est génial, parce que Et tout à l'heure, vous allez entendre Macha et Jérôme sur la notion de groupe. Ils vont dire que c'est plutôt l'enfer. Ah oui, non, mais ça peut l'être, mais l'enfer peut être positif aussi. Tout est là, justement. Bon, nous, pour le moment, effectivement, on a le vent en poupe, comme on dit. Mais on va le garder, parce que justement, le but de la manœuvre, c'est que chaque projet ce gros projet fasse plein de petits. Donc, on va commencer par un, et puis petit à petit... Marcus, tu voulais dire quelque chose? Là, j'ai vu que tu voulais prendre le micro. Oui. Parle de ton projet. Mon projet, oui, j'ai un projet effectivement de créer un café librairie, donc plutôt bar à vin d'ailleurs, café librairie. Bon, je suis en partance pour une formation de sommelier. Bon, j'espère que ça pourra se réaliser. Ensuite, il faudra trouver où, comment.
tout en sachant que moi j'aimerais rester dans la ruralité, parce que moi je trouve que il se passe pas assez de choses à la campagne et il faut insister il faut pas. Mais si tu maries déjà le vin et la littérature, tu auras beaucoup d'écrivains chez toi. La semaine prochaine, on aura dans l'émission Jim Harrison. Oui, je demanderai à Ricardo de sponsoriser l'affaire. Oui, mais on ira te voir, t'inquiète pas. Hervé, tu as envie de dire quelque chose aussi? Oui, moi j'ai suivi un stage à la maison familiale rurale de Plébin sur l'accueil et l'animation en milieu rural. Et j'ai soutenu un projet qui est passé, c'est de monter pas une galerie d'art, mais une association qui organiserait des expositions d'art. Donc en fait, est-ce qu'on peut... Je vais y aller, Ricardo, d'une question qui est absurde au fond. Mais tant pis, moi j'aime bien ces questions absurdes. Est-ce qu'on peut dire que la culture, que la littérature, puisque là il s'agit de la littérature, peut sauver comme ça les gens? Est-ce que c'est pas trop naïf de le croire? Ah non, parce que c'est vraiment ce lien invisible que crée le livre entre des lecteurs qui ne se connaissent pas, qui sont éloignés. C'est ce qu'il y a sous ce projet. J'avais des gens qui étaient tout seuls dans leur merde, dans un pays... Dans leur corps, quoi, en quelque sorte. On appelle le mot breton pour corps tout merde. C'est pour ça qu'ils ont pris le nom. Et qui étaient tout seuls, chacun de son côté, désespérés, seuls. Et le livre et les mots ont créé des liens non seulement entre eux, entre les 16 personnes de l'association, mais entre eux et le pays dans lequel ils vivaient. Et les gens dans lesquels, on parlait de Jajane tout à l'heure, et les gens du pays dans lequel ils vivaient, et maintenant beaucoup plus loin, les gens de pays où on lit ce livre. Et ce lien invisible est extraordinaire, cette intelligence collective qui se met en marche à travers des mots, à travers un livre, qui est un peu un passeport. Ça, oui, je dis, ça sauve. Alors, on va regarder là une autre aventure qui ressemble un petit peu à la vôtre. C'est à l'occasion de l'expo au Musée de Bretagne à Rennes, Enfants de justice, sur la rééducation des jeunes dans les années 40. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse et a décidé de confier un appareil de photo à 24 jeunes qui sont suivis par la justice. Et leur travail est sorti, il a été exposé. Bilan par les participants de cette expérience et c'est raconté par Jean-Hervé Guilcher. Bonjour, on est où là? Au foyer L'Oasis, un foyer de jeunes femmes majeures en difficulté sociale. Puis il y a les flics après qui sont passés, c'était pas vrai. On est à Villejean, dans un quartier. C'est là où j'ai commencé à prendre mes photos, parce que ça fait longtemps que j'habite ici, parce que bon, je connais beaucoup de monde. La cabane, c'est un peu plus loin là-bas. Des photos, Sabrina en a pris des rouleaux entiers de pellicules, ses copains, son quartier, sa vie quoi. Un viseur et un objectif pour se raconter. J'ai passé 1 an et demi ici. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse. Ça vous dérange pas si je vous prends en photo? Tu prends un beau profil, s'il te plaît. Je voulais montrer aux gens ce que c'était un peu l'ambiance d'un foyer. Et je voulais leur montrer justement par la photo en noir et blanc ce que ça pouvait donner, ce qu'il y avait vraiment dans un foyer. Quand je parle avec des adultes, que ce soit avec de ma famille ou autre, je sais qu'ils ont un regard assez négatif par rapport au foyer parce qu'ils disent souvent que foyer est égal délinquance ou fille ou garçon a un problème qui veut rien foutre de la vie et pas du tout quoi. Moi, je suis en train de crier contre ça parce que c'est pas vrai du tout, quoi. C'est des gens comme moi qui ont 20 ans, moins ou plus, qui ont connu des difficultés, que ce soit avec leur famille ou n'importe, et qui n'ont pas réussi à faire face, ou qui ont besoin vraiment d'aide et qui n'ont pas trouvé du tout d'aide extérieure et qui en trouvent ici. J'avais besoin de me retrouver moi-même, de retrouver vraiment un équilibre de vie parce que mon équilibre de vie avait été complètement déstabilisé par beaucoup d'événements qui sont survenus dans ma vie. C'est indiscret de savoir ce que vous avez amené un peu ici? Je préfère pas le dire. Bah merci de ce que ce n'est pas bien. Si, elles sont bien prêtes, elles sont bien prises. Ça va, mais l'autre... Bon, Si, elles sont trop bien. Si, elles sont bien. Surtout celle-là. Celle-ci, ouais, je la kiffe. Elle est belle. Laquelle est ta préférée? Celle-ci. Pourquoi? Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ma meilleure amie et mon meilleur copain. Et deuxièmement, parce que la photo est belle. J'aime bien, je sais pas, elle est bien prise, quoi. Quand je suis revenue à Villejean, j'avais rien dans les mains, je ne savais pas quoi faire, je faisais rien, quoi. Donc mes éducateurs m'ont parlé un petit peu de tout à tout.
Et à ce moment-là, au début que je suis arrivée, moi, il y avait un stage photo qui se préparait. Donc ils m'ont proposé pour y aller. Moi, au début, je ne voulais pas. Et mon éducateur m'a forcé un petit peu, donc j'y suis allée. Et je le remercie. En tout, 24 jeunes se sont exprimés par la pellicule. 24 Rennais, suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, des gosses en échec scolaire, des jeunes désinsérés ou malmenés, des délinquants aussi, ceux par exemple du quartier des mineurs de la maison d'arrêt. Leurs clichés et leurs personnalités ont ébranlé cette photographe qui les a suivis durant l'expérience. Ah oui, je suis complètement bouleversée, oui. J'ai l'impression, mais c'est pas qu'une impression, d'avoir vécu une très belle aventure quoi, avec eux, bien sûr. Ils ont été vraiment tout au long de cette expérience, ils ont été émouvants, drôles, tendres parfois. Enfin, sur certaines photos, il y a vraiment beaucoup de tendresse. Le baiser sur le banc, elle est magnifique cette photo quand même. Un peu provocateur quand même, bien sûr, pour certains, mais ça c'est normal aussi. Ils ont été tout ça à la fois et vraiment ça me bouleverse beaucoup. 48 photos ont été exposées au cours du mois d'avril. On devrait pouvoir les découvrir à nouveau pendant les tombées de la nuit, en juillet prochain à Rennes, puis à Nantes et dans d'autres villes de la région. Alors vous l'avez compris, si vous suivez ce Jean d'Ouest en direct du Théâtre National de Bretagne depuis le début, que ce qui se dit là dans ce reportage, c'est aussi ce qui s'est dit déjà dans le début autour de l'aventure de Châteauneuf-du-Fou, ce que dit Hélène Cailleux d'Ouest France, Ricardo pourrait le dire, sur l'émotion aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement quand on encadre des gens comme ça de donner, il s'agit aussi de recevoir, parce que c'est une circulation qui se fait dans les deux sens. Alors voici à côté de moi Alain Gonzalez, que je pourrais appeler notre Choline, puisque c'est ainsi qu'il signe son livre, Le clandestin du 6e jour, aux éditions des Écrivains. Alain, ce que vous avez entendu là de vos collègues écrivains, au fond, vous c'est votre premier roman, vous pourriez dire la même chose. Vous avez dit quelque part, parce que vous avez déjà beaucoup été interviewé dans la presse, que ce livre vous a aidé à vous remettre debout. Hein, on peut expliquer pourquoi vous êtes au RMI? Oui, je suis au RMI. Ben, avant, j'étais SDF de la culture et mendiant de l'édition. Maintenant, j'y suis plus. Après avoir été sur la route des encres et après avoir levé l'encre, maintenant j'écris. Ouais. Je suis une aventure littéraire qui n'est pas banale, parce que écrire 7 jours sur 7, 15 heures par jour, et après avoir des problèmes de santé, avoir son cou qui tombe d'un seul coup, avoir une névralgie cervicale qui se déclenche parce qu'on ne mange plus, parce qu'on n'écrit plus, parce qu'on ne mange plus, parce qu'on ne dort plus, ouais. On se réveille, il y a des insomnies. Ouais. Vous êtes, on peut dire comme ça, happé par l'écriture, comme si en écrivant, vous avez découvert un royaume en vous que vous ne soupçonniez pas. C'est-à-dire que moi je ne suis pas croyant, mais j'ai la foi en l'écriture. Ouais. La foi en l'écriture, ça veut dire de ne pas avoir le problème de la page blanche. Moi, je peux écrire 15 heures par jour sans avoir aucun problème de la page blanche. C'est-à-dire que j'aurai toujours quelque chose à dire. Même si c'est mal écrit, j'arriverai toujours à retravailler mes textes, à les laisser dormir pendant 4 mois, à les ressortir. J'écris au kilomètre, hein, c'est comme ça qu'on écrit, et après je corrige. Ouais. Alors, il faut dire que vous avez quitté l'école, je crois, à 13 ans. Après, vous avez eu 12 ans. Après, vous êtes parti pendant 25 ans. Vous avez vécu du côté de l'Océanie, à Tahiti, tout ça. J'ai rencontré Jacques Brel et tout ça. Ouais, Jacques Brel et tout. Il faut dire aussi qu'un de vos auteurs de chevet, c'est Jacques Kerouac. Vous saviez qu'il était venu à Brest? Oui. Ouais, il raconte ça très très bien dans sa taurie à Paris. Alors là, ce livre vient de sortir, Le clandestin du 6e jour. C'est un polar. Vous en avez un autre qui va sortir dans 3 semaines. Ouais, vous avez décidé de continuer comme ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit pendant 5 ans qui m'a été refusé, il a suffi que je signe un premier contrat pour que tous les contrats arrivent. Et là, j'ai 5 bouquins qui vont sortir dans l'année, carrément, quoi. Est-ce que vous avez conscience aussi que... parce que là, vous nous avez appelé, on l'a senti au téléphone, quand vous nous avez appelé à l'émission Jean d'Ouest, et depuis que vous êtes arrivé sur ce plateau, il y a en vous, comme disait Andy Warhol, chacun aura son quart d'heure de gloire dans la vie. On sent bien que c'est ça. Vous avez conscience qu'un jour, tout ça peut s'arrêter, ou qu'on s'intéresse à vous pour de mauvaises raisons, qui serait celle de la question que je posais tout à l'heure? Je pense que les gens sont indulgents. Je sens que les gens sont indulgents envers moi, parce que je suis RMiste. Ouais. Ils sont indulgents pour le premier roman, mais ils ne le seront pas pour le deuxième. Mais je reste les pieds sur terre. Hein. Je sais que c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Ouais. Mais il marche bien. Mais ça se passe bien. Mais je me bats contre l'actualité. C'est-à-dire que je suis tout seul contre l'actualité parce que mon premier roman est sorti à l'époque des frappes, les premières frappes.
Et tout ce qui devait passer dans la presse est passé, mais je suis passé à côté, quoi. Ouais. Mais je me bats quand même et je les dépasse. Ouais. Vous voulez aussi que votre expérience à vous serve d'exemple, que RMI, c'est pas un état définitif? On n'est pas pour la vie au RMI. On n'appartient pas au RMI. Un RMI peut écrire, peut faire du théâtre, peut chanter, peut sortir de l'ombre. Moi, on m'a poussé à sortir de l'ombre. J'ai rencontré M. Quatmer. M. Quatmer m'a dit de sortir de l'ombre. Pendant 5 ans, j'ai écrit. Je suis resté cloîtré comme un sauvage. Maintenant, je sors. Maintenant que j'explose. Maintenant, je suis invité partout. Maintenant, avant, c'est moi qui sollicitais les gens. C'est moi qui cherchais les éditeurs. J'étais mendiant de l'édition et SDF de la culture. Maintenant, c'est eux qui viennent me chercher. Écoutez, le livre, là, celui-là s'appelle Le clandestin du 6e jour, signé Nochtolin. C'est extrait d'une petite chanson d'Antoine, hein, c'est ça? Voilà, ça veut dire Petite Noisette. Et c'est Antoine que j'ai rencontré à Bora dans les années 80, où j'ai été figurant dans un film de Dino Laurentiis qui s'appelle Hurricane. Comme j'étais cuisinier, donc je faisais un rôle de cuisinier. Et j'ai rencontré Antoine. D'accord, donc ça vient de sortir. On attendra les autres livres, mais je crois que vous résumez bien aussi ce que disait Jérôme Deschamps tout à l'heure. Le rôle du créateur, c'est peut-être de faire surgir à la lumière ceux qui sont dans l'ombre. Bon, nous, on va continuer. Je dédicace tout à l'heure mon livre à la librairie Cobrez. Oui, voilà, c'est rue de Penouette à Rennes, à Cobrez. Voilà, c'est dit donc en début d'après-midi. Là, on est en direct dans l'émission. Allez, je vais retrouver Roland Becker, nouveau spectacle, pour me permettre de me déplacer ici au TNB. Je vous propose de regarder là ce que fut l'ancien spectacle de Roland Becker pour voir un petit peu les différents univers de ce musicien important et essentiel ici en Bretagne. Voilà, Roland Becker, bienvenue à toi dans cette émission. Alors, les images qu'on vient de voir, c'est le précédent spectacle, où là, on était vraiment dans la tradition. Oui. Et là, tel qu'on voit ton costume, je ne sais pas s'il a encore quelque chose de breton, quoique. Quoique. Jusqu'alors, c'était donc l'Orchestre national breton. L'idée, c'était de reconstituer l'orchestre du 18e, 19e siècle, avec le biniou, la bombarde et le tambour. Et puis après ces rats des champs, on revient un petit peu à notre 20e siècle. Le trio, on peut le situer vers 1830, vers là. Et là, en fait, donc le jeu historico-musical, c'est de se retrouver en 1930. Donc c'est un orchestre de music hall, comme il en existait dans toute l'Europe. C'est la mode, c'est le jazz. C'est les ménétriers sonneurs qui rangent leurs binious, leurs bombardes, leurs veuses et autres pour acheter un accordéon ou un saxophone. Donc c'est encore une fois la musique populaire, puis c'est encore le métissage, ou c'est plus exactement déjà le métissage. Ce qui est exactement ton spectacle, où tu maries des airs de jazz avec encore, on va l'entendre, un fond d'air traditionnel. En fait, les airs ne sont pas de jazz, en fait. Le groupe, c'est un groupe de music hall, comme il en existait, on n'a rien inventé. Hein. Et on a des photos, on a des témoignages, on a même un disque de l'orchestre Richard de 1931, donc avec les instruments, entre guillemets, de jazz, le saxophone, la trompette, la contrebasse à cordes, l'accordéon chromatique, et aussi le jazz, cette fameuse batterie primitive, avec cette grande grosse caisse de fanfare, et puis très peu d'éléments de percussion. Le charlet, l'instrument charleston arrive à la fin des années 30 pratiquement, donc le minimum d'instruments. Et donc c'est un orchestre de jazz avec des instruments, avec les costumes, sauf que nous sommes des Bretons, voilà, et nous jouons la gavotte. Et que ça s'appelle Monsieur Kerbeck et ses belouses, donc vous allez bientôt partir dans votre camionnette en tournée, comme ça. Exactement. On peut dire que là c'est une avant-première dans l'émission, parce qu'on n'est pas encore commencé, pas encore de création. Eh bien, l'avant-première c'était hier, puisque nous étions aux rencontres de la clarinette populaire à Glomel. Oui. C'était donc, on est un peu fatigué d'ailleurs. Oui. Alors, entre ceux qui se marient dans cette émission, qui le lendemain du mariage viennent dans cette émission, ceux qui sont en répétition font une création, et puis toi et tes belouses qui étaient hier soir à Glomel, ça me permet de dire que
que tout le week-end. On devait avoir Éric Marchand, mais Éric est très occupé puisque c'est lui qui organise ces rencontres de clarinette là-bas à Glomel. Bon, le mieux c'est que tu ailles rejoindre tes musiciens. On va faire un morceau ici dans cette émission qui s'appelle In the Gavotte, je crois que c'est ça. Ouais. Et puis vous allez voir défiler les lieux où se produira Monsieur Kerbeck, ou se produiront plutôt Monsieur Kerbeck et ses belouses. Et c'est parti. Voilà, Monsieur Becker et ses belouses, alias Roland Becker et ses musiciens. Alors, oui, vous avez compris, on a fait une petite note sépia sur l'image
pour être un petit peu dans la nostalgie de ces années-là. Alors on retrouve Masha Makeyev, Jérôme Deschamps et puis Ricardo Montserrat aussi pour parler donc du nouveau spectacle qui sera créé à partir de mardi prochain, Les Pensionnaires, ici au TNB, Théâtre National de Bretagne. Pourquoi est-ce que vous venez ici au TNB? Bien sûr, vous allez me dire que c'est un lieu accueillant et tout ça, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Je vais vous le redire. Oui, c'est vraiment redites-le. un lieu accueillant. Mais plus qu'accueillant. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense que la création artistique, c'est un élément essentiel. C'est ça qui légitime le rassemblement des uns et des autres. Et au fond, c'est un partenariat très fort qu'on a avec l'équipe du TNB, qui n'est pas seulement fait de bons sentiments les uns pour les autres, mais aussi de grande qualité professionnelle. Je sais pas, je vais citer par exemple une personne qui me vient à l'esprit, Claire Fayet, par exemple, qui travaille sur les costumes. C'est quelqu'un dont la compétence est inouïe dans le domaine des costumes. Et donc, bien sûr, il y a cet échange, c'est pour ça qu'on est là, il y a cette rencontre avec ces personnes, mais encore une fois, c'est au service, je l'espère, d'un projet artistique fort. C'est-à-dire qu'on est là pour penser aussi à l'efficacité et à la beauté de l'objet créé. Voilà, en fait, tout ça est possible grâce à François Pilouer, qui est le patron ici de cette maison, qui vous accueille. Moi, je pose cette question aussi parce que souvent, on a vu ça dans la musique, peut-être pas dans le théâtre, moi, je ne sais pas. On voyait des gens rôder leur spectacle en province. Déjà, moi, le mot province, les téléspectateurs savent, je déteste, ça veut dire les pays vaincus. Mais certains faisaient ça, on rôdait en province, puis à Paris, on faisait mieux, et c'est là que la presse allait saluer la création à Paris. C'est comme misérable. si nous autres, nous étions... oui, c'est bien. Mais dans le théâtre, c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Il y a quelque chose d'une rencontre authentique entre ce public rennais et nous. Et puis, effectivement, la complicité... qui est une complicité artistique profonde, basée sur la confiance avec François Pilouer. C'est pas du tout... C'est pas un frôlement, c'est quelque chose... Parce qu'on est, quand on fait un nouveau spectacle comme ça, surtout quand on écrit, on est complètement dans le doute, on est dans l'entêtement, mais on est dans le doute. Et avoir comme ça Enfin, les artistes ont besoin d'amis, vraiment, parce que sinon ils sont très fragiles. Ouais. Et voilà, on retrouve ça ici, on retrouve quelque chose de très fort. Et en plus, il y a une exigence de ce public-là. Et ça, c'est très important aussi de mettre la barre très haut. On est déjà venu, on revient, et il ne faut pas décevoir, il faut... Ça, c'est bien aussi. Alors, on est allé aux répétitions. Il y a une caméra qui est rentrée aux répétitions. La pièce s'appelle donc Les Pensionnaires. On va regarder les répétitions. Alors, effectivement, avec rien de dit devant, ça va peut-être paraître un petit peu comme ça bizarre, parce que j'insiste, c'est de la répétition. Mais vous allez nous expliquer après de quoi il retourne dans Les Pensionnaires. L'extrait tout de suite. And I'm down low. What a leg! Your love sings burning down for my game. Surrounding me, tell me again. Il y a les cuillères pour les cow-boys, là. C'est mieux de moucher dans celle de l'autre. Ou d'éternuer de se moucher dans celle de s'essuyer dans celle là. Ça c'était bien. Monsieur. Voilà, donc ça, ce sont les extrêmes. Alors maintenant, il faut en parler de la pièce Les Pensionnaires. Au début de cette émission, Masha Makeyev, vous nous disiez c'est le groupe, et le groupe, c'est un peu l'horreur. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous? Oui, en l'occurrence, oui. C'est-à-dire que, effectivement, les systèmes collectifs qui mettent des gens entre eux, à vivre entre eux sans qu'ils l'aient désiré, c'est forcément une image terrifiante de l'humanité qui engendre des comportements humains terribles. Voilà, nous, on raconte ça, alors on raconte leur maladresse et leur difficulté à vivre ensemble. Alors, le résultat de l'écriture, c'est que c'est drôle, c'est que ça fait rire, mais il y a derrière tout ça un fond de gravité évidente, parce que
Pourquoi est-ce qu'on met des gens ensemble avec l'idée qui est une escroquerie du bonheur à être ensemble? Quand on ne s'est pas désiré, on ne doit pas être ensemble. Ouais. Précisément, ça c'est une question quand tu vois, derrière il y a un fond de gravité. Au fond, on sait bien qu'un roman, on en parlait tout à l'heure avec tous les écrivains qui étaient là, c'est la métaphore d'autre chose. Et vous, à travers tous vos spectacles, au fond, s'il fallait se dire, Makeyev, Deschamps, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire à travers tous les spectacles? Parce qu'on peut faire l'anecdote de raconter le spectacle, tel et tel personnage dans telle pièce, mais tout ça c'est au service d'autre chose. Et cette autre chose chez vous, c'est quoi? Je sais pas, je pense qu'on peut dire que, pour être simple, que la vie n'est pas facile et qu'on rencontre souvent des gens qui, soi-disant, vous veulent du bien et qui ne le font pas parce qu'ils vous mettent dans des situations terriblement difficiles, parce que l'indifférence est là souvent, l'humiliation est là, et je pense que c'est vrai dans beaucoup d'endroits, dans des hôpitaux qui sont là pour vous faire du bien, dans des maisons de retraite qui sont là aussi pour vous faire du bien, enfin, je veux dire, il y a dans les écoles, il y a beaucoup d'endroits où les gens souffrent, et ils souffrent parce qu'ils sont ignorés. On voit bien, d'ailleurs on l'a entendu dans toute cette émission, on voit bien que la question de la dignité est au centre des préoccupations. Alors après, comment la donner aux gens? Est-ce que, encore une fois, la création artistique ne doit pas être le meilleur des moteurs? Je pense que oui, vraiment. Ça, c'est le plus important. Et puis après, on se réjouit, bien sûr, de rassembler autour de soi et d'avoir mobilisé des personnes qui sont heureuses. Mais il faut aussi dire que ça passe par l'exigence, que c'est quelquefois très, très difficile. Je veux dire, on ne peut pas dire que mettre en œuvre un spectacle comme celui-là et mobiliser toutes ses forces, ça soit très simple. En plus, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à refaire des choses, et ça demande beaucoup de précision et de difficulté. Il faut aussi prendre sur soi. La dignité, c'est un mot qui convient bien à ton travail, Ricardo. Oh oui, il y a 60 ans, Louis Guillou, à longueur de page et aussi à longueur de vie, dénonçait, on parlait des foules, les seules foules indignes, c'était les foules des exilés espagnols, c'était les foules des chômeurs qui couraient le pavé entre 36 et 39. Et il s'indignait, il disait, mais c'est le Christ qu'on humilie, hein. Cette foule-là est indigne. Sinon, les autres, les gens qui partagent leur savoir-vivre, que ce soit dans une pension, un hôpital, une maison de retraite, une petite maison d'écluse, comme dans un salon, ceux-là sont beaux. Et moi, ce que j'aime dans vos personnages, c'est que plus vous les enfoncez, plus ils remontent. Et... Oui, parce que même dans le système le plus contraignant, le plus terrible, il y a toujours l'échappée vers le bonheur. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces personnages qui sont dans un système, alors qui marche mal, donc qui fait rire parce qu'il y a plein de maladresses, tout d'un coup, ils basculent, ils ont la capacité à basculer dans le poétique. Tout d'un coup, ils font les cow-boys, peut-être parce qu'ils ont vu un film, parce qu'ils ont un souvenir de l'Italie, ils chantent en italien. Il y a comme ça une énergie, un tel désir de bonheur qu'il y a des bouffées de choses que rien ne peut arrêter, même les systèmes collectifs. Alors on entend derrière nous Monsieur Kerbeck et ses Belouses qui vont conclure cette émission. Une petite réponse quand même en 30 secondes, parce que là, les pensionnaires, c'est donc le groupe. Et la compagnie Deschamps et Deschamps, c'est aussi un groupe. C'est aussi. Est-ce que c'est pas. Alors j'ai envie de retourner, mais alors dans ces cas-là, vous faites quelque chose sur un groupe, ça se mord un petit peu la queue, pour dire que c'est de l'enfermement et de la souffrance, que ça peut être l'horreur, et en même temps que vous êtes toujours, vous aussi, un groupe. Oui, depuis des années. Vous savez, c'est pas forcément l'horreur. J'espère bien. Des gens compétents, inventifs. Non, c'est le bonheur. Il n'y a malheureusement pas assez de troupes en France. Vous savez qu'elles ont disparu de la plupart des théâtres et que même des expériences comme celles qu'on mène avec le TNB sont trop rares en France. Parce que je veux dire que encore une fois, je pense que la création artistique est mise un peu de côté. Eh bien, merci Masha Makeyev, Jérôme Deschamps, Ricardo Montserrat et puis tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette émission. C'était Jean d'Ouest, donc on termine là avec, vous le lisez sur l'écran, Monsieur Kerbeck et ses Belouses. La semaine prochaine, 2 grands festivals au cœur de l'émission Jean d'Ouest, Art Rock à Saint-Brieuc, Étonnant Voyageur à Saint-Malo, et parmi les écrivains, Michel Lebris, Jim Harrison, James Welch, et puis le rameur Joe Le Guen qui nous parlera encore là aussi d'une aventure formidable qu'il est en train de créer. Merci à toutes et à tous et bonne continuation sur France 3 Ouest. Nous étions en direct du TNB. Merci aux gens du TNB.
Ce poulain, qui avait fait très forte impression en septembre dernier sous les couleurs de son éleveur Jean-François Marie, n'est autre que Hermès Perrine. Comme lors de son cavalier seul à Châteaubriand, Hermès est toujours placé sous la coupe de Jean-Baptiste Bossuet, mais il a changé de couleur. Et samedi dernier, à Vincennes, elles ont brillé de 1000 feux dans le critérium des 4 ans. Le 8e critérium, un exploit unique, remporté par le professionnel mayennais. Hermès Perrine, qui a fini comme un bolide, est un fils de Ténor de Beaune, c'est même le propre frère de Florent Perrine. Il a donc de qui tenir. Les coups d'éclat de l'Ouest en ce samedi classique à Vincennes ont été multiples. On en retiendra 2 autres. Celui accompli notamment par la Sartoise Énigme de Chenu. Drivée en grande confiance par Pierre Lévesque, casaque rouge, elle s'est imposée courageusement aux dépens de Ecmulvro à sa gauche et de Erestan des Rondes en dehors. Un autre Sartois, d'Armadour du Gîte, casaque violette, s'est classé 4e côté corde. Enfin, dans le semi-classique pour 5 ans, les grands favoris en ont été pour leurs frais handicapés. Il est vrai par un très mauvais départ. C'est Guy de Monnière, entraîné par le Sulkidor 98, le Sartois Jean-Michel Bazir, qui a gagné, et très facilement du reste, devant Grand Frisson et Général Dupaumeau, auteur pourtant d'une bonne fin de course en dehors. Pendant ce temps, au Mans, un programme très riche était également proposé. Comme 8 jours plus tôt à Cholet, l'Angevin Flambeau des Pins s'est encore mis en vedette. Il a laissé le peloton en découdre pour la 2e place. C'est Fagnon Briango, casaque rouge tout en dehors, qui a raflé le premier accessite, ou pourtant courageux, Caprice du Moulin. Dimanche à Châteaubriand, duel d'Anjou, qui venait de se montrer fautif chez lui à Angers, a été cette fois parfaitement sage. Il a ainsi pu prendre la mesure d'élan des Essarts, remarquable finisseur, franc jeu, après avoir figuré, s'est contenté de la 3e place à la corde. Avant-hier à Nantes, le prix de la commanderie a encore permis à un pensionnaire du Vendéen, Jean Raffin, de se distinguer. Et Rose de Touvois, tout en dehors, à l'issue d'une très belle fin de course, a dominé Euranie du Lin et Espardon au centre. L'effort de Cusco-Méril à l'extérieur n'est pas passé inaperçu. L'entraîneur angevin Henri-Alex Pantal va bientôt atteindre la 10aine de succès dans le prix de la Chésine, tremplin pour le derby de l'Ouest. La pouliche Tréfula à Casac-Grenat lui a apporté une nouvelle victoire aux dépens de la Sartoise tout à fait côté corde. Tréfula était monté par la double cravache d'or de l'Ouest, Goulven-Toupel. L'année dernière, j'avais gagné Crucianope. Cette année, Tréfula, la pouliche, je l'ai toujours tenue en très haute estime. Je l'avais dit quand j'avais gagné ici pour sa rentrée. Et là, elle a confirmé aujourd'hui une très bonne pouliche. Vous pensez qu'elle peut suivre le même chemin que Russian Hope? Disons qu'elle est bien partie pour le suivre. Je m'avancerai peut-être un peu en disant oui, mais je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, oui. Et l'avenir de Goulven-Toupel, il pose pas de problème non plus? Non, il suit son cours, toujours avec M. Pantal, et pour l'instant, tout va bien. Dans le prix du Bois-Rouault, Milford de Trac, entraîné par Henri Van de Poel, a remis à la mode au Petit Port la casaque de Roland Soula, gagnant à 2 reprises du Grand Prix avec Mataronne. Le Palois Baranguet s'est classé ensuite devant le Sartois Malero en dehors, entraîné par Éric Soto. À Nantes, c'est un petit peu votre jardin. Enfin, c'est là que vous devriez prendre votre retraite éventuellement. Oui, si vous me trouvez une bonne écurie avec des clients, je peux peut-être venir, oui. Dans l'épreuve de clôture, malgré un très mauvais départ, le Charentais Indian River, qui venait de remporter le prix du président de la République à Auteuil, a confirmé sa grande forme du moment, mais cette fois sur les haies. Isolé à la corde, le représentant de Guillaume Macaire a dû toutefois s'employer pour résister tout en dehors aux Sartois Faswin et Cayousine. On reste à Nantes pour le nouvel exploit signé jeudi par l'Angevin Craque des Brosses qui a remporté sa 3e course consécutivement sur l'hippodrome du Petit Port. Le frère de Urvis des Brosses et de Boom, entraîné lui aussi par Gérard Margogne, n'a pas été bousculé. Il semble capable désormais de se frotter au meilleur et Nosdu et Nouka en retrait n'ont pas démérité. De l'art d'être grand-père pour Omar Sharif, le cadeau à son petit-fils d'un pur sang prometteur, bonheur hippique d'un magazine du cheval. Fromage des Poisses, pommes terre du Roussillon et vélorail, de l'assiette à la roulette, escapade nature avec les pieds sur l'herbe. Sensation forte sur les bords de Saône, la capture des silures, des poissons trophées pour destination pêche. Le magazine du cheval, 14h. Les pieds sur l'herbe, 14h30. Destination pêche, 15h. La rencontre de l'homme et du cheval, une fabuleuse aventure, une étonnante complicité. Comment 5000 ans d'affrontements communs donneront naissance à l'équitation. De la capture aux nouvelles méthodes de dressage, récits et démonstrations à l'appui par le grand dresseur cascadeur Mario Lourachi. Ainsi naquit l'équitation pour Côté Doc à 15h40.
Découvrez avec Manu Méhu les problèmes liés au traitement du lisier, un problème majeur pour les éleveurs de porcs. Comment? Pourquoi? Une entreprise auquel répondent les invités de Dumont-Duzé. Autre volet, l'agriculture et les produits bio. Dumont-Duzé, c'est en Bretagne à 16h35. À la même heure, en Pays de Loire, une balade au milieu des senteurs des Alpes de Haute-Provence, dans le cadre majestueux du prieuré de Salagou, au lieu de l'ethno-botanique. Côté jardin, 16h35. Après avoir défié la mécanique judiciaire, revolver au poing, Georges Courtois revient au tribunal de Nantes, avec pour seule arme une carte de presse et un stylo. Un célèbre tableau, L'Inconnu, dérobé au musée des Beaux-Arts de Chambéry. Un forfait décrit 6 ans plus tôt dans une œuvre romanesque. Suivez le guide, c'est Aléa à 17h. Jour tranquille au Cap Sizun, après le temps des grands navigateurs de la marine marchande, une chronique de l'ordinaire sur les routes du bout du monde. À découvrir dans Littoral à 17h25. Familier des mers lointaines, le Phycopomatus enigmaticus est un petit ver qui cause bien des soucis à nos marins d'ici. Enquête dans Littoral à 17h25. C'est lui le plus beau, le magazine du cheval, tout de suite sur France 3. Saloperie de mouton! Des carnes de chèvre! Je vais te les enfoncer dans la terre avec ma masse, moi! Mais c'est toi qu'on va enfoncer dans la terre! On le connaît, hein, pour des histoires d'eau, de passage, ils sont prêts à se tuer. Mais pour foutre la panique dans tout le pays, ils s'entendent bien. Je vais ouvrir une ferme auberge. Alors faire fuir l'étranger, celui qui n'est pas d'ici, c'est fini tout ça, terminé. Ça, c'est de la femme. Sous le soleil, plus on se querelle, plus on s'aime. 3 personnages en quête d'amour. Ma terre avec Jean-Marc Thibault, ce soir 20h55 sur France 3.